Konnichiwa. Je suis Keiko Nakamura. J'ai 72 ans et je vais vous supplier aujourd'hui, s'il vous plaît, arrêtez de faire ces 7 choses. J'ai vu tant de gens, des gens bons, intelligents, travailleurs, passer des mois, parfois des années, épuisés par un désencombrement qui ne mène nulle part. Ils travaillent constamment, ils réorganisent constamment, et leur maison reste encombrée. Non pas parce qu'ils sont paresseux, non pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce qu'ils dépensent une énergie énorme sur des tâches qui ne produisent presque aucun résultat réel. Je connais aisément ce schéma. Après le décès d'Hiroshi, après que mes enfants ont déménagé, après que j'ai finalement affronté 40 ans de vie accumulée dans notre appartement de Sao Paulo, j'ai fait chacune de ces erreurs moi-même. J'ai organisé des choses que j'aurais dû libérer. Je me suis sentie coupable pour des achats de 1991. J'ai créé des systèmes de rangement élaborés pour des objets que je n'avais pas touchés depuis une décennie. J'ai gaspillé des mois. Des mois que j'aurais pu passer à coudre, à recevoir des amis, à m'asseoir dans une pièce paisible en buvant du thé. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire gagner ce temps. 7 tâches inutiles. Pourquoi elles nous piègent spécifiquement en tant que seniors? Et quoi faire à la place? Allons vite, votre temps est précieux. Tâche inutile numéro 1. Organiser avant de décider. C'est l'erreur la plus courante que je vois. Et elle semble tellement productive que la plupart des gens ne réalisent jamais qu'ils la font. Vous sortez des choses d'un placard. Vous commencez à les ranger soigneusement. Vous pliez, vous triez par taille, vous créez de petits groupes bien ordonnés. 2 heures passent. Vous vous sentez fatigué mais satisfaite. Vous regardez le placard. Il a l'air essentiellement pareil. Voici exactement ce qui m'est arrivé avec ma collection de tissus. J'ai été couturière pendant des décennies. Ce travail a soutenu notre famille pendant les années difficiles après notre arrivée au Brésil. J'avais accumulé une quantité extraordinaire de tissus, de beaux tissus, du tissu du Japon, des marchés brésiliens, de décennies de sélection minutieuse. Quand j'ai commencé à désencombrer, j'ai passé 3 week-ends complets à trier le tissu par poids, par couleur, par pays d'origine. J'ai créé un système. J'ai tout étiqueté. C'était magnifique. Et puis je me suis assise et j'ai réalisé. Je ne m'étais pas demandé une seule fois si j'avais réellement besoin d'autant de tissus à 72 ans, vivant seule, cousant à un rythme très différent de mes années de travail. J'avais organisé la question au lieu d'y répondre. Cela arrive aux seniors particulièrement parce que nous avons passé des décennies à être responsables d'organiser tout. Les foyers, les emplois du temps, les vies des autres. L'organisation est notre réflexe. Quand nous voyons du désordre, nos mains commencent automatiquement à arranger avant que nos esprits ne s'engagent. Mais voici le problème logique. Pourquoi dépenseriez-vous de l'énergie à organiser des objets que vous pourriez donner demain? C'est, pardonnez l'expression, laver la vaisselle avant de la jeter. La règle est simple. Décidez d'abord, organisez ensuite. Prenez chaque objet. Posez 3 questions. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'utilise vraiment ça? Est-ce que ça correspond à qui je suis aujourd'hui, pas qui j'étais? Si la réponse est un oui clair, alors, et seulement alors, donnez-lui votre énergie organisationnelle. Les organisateurs professionnels appellent cela la règle de décision d'abord. Elle réduit le temps de désencombrement de 70%. Pas 10%, 70%.
Tâche inutile numéro 2. Recherchez la destination parfaite pour chaque objet. Je comprends complètement cette impulsion. Vous avez un objet, vous voulez qu'il aille quelque part de significatif. Vous voulez savoir qu'il sera apprécié. Alors vous commencez à faire des recherches. Quelle organisation a besoin exactement de ce type d'objet? Qui valoriserait vraiment ceci? Et 3 heures plus tard, l'objet est toujours dans votre maison. J'ai fait cela avec les livres professionnels d'Hiroshi. Il était ingénieur et il avait beaucoup de volumes techniques. J'ai passé des semaines à essayer d'identifier exactement la bonne université, exactement le bon programme d'étudiants, exactement le bon destinataire. Hiroshi était un homme généreux. Il aurait voulu que ses livres soient utilisés. Ce qu'il n'aurait pas voulu, c'est que je passe 1 mois dans la paralysie de recherche en vivant dans une maison où ces livres occupaient 3 étagères que je ne pouvais pas utiliser. Voici la vérité sous le perfectionnisme du don. Il ne s'agit pas vraiment d'aider les autres. Il s'agit de gérer notre propre culpabilité de lâcher prise. Si nous trouvons le destinataire parfait, nous nous sentons mieux de libérer l'objet. Alors nous cherchons et cherchons, essayant de nous sentir assez bien pour agir. Mais voici ce qui se passe réellement dans les centres de dons. Le personnel connaît son inventaire. Il connaît ses organisations partenaires. Il a établi des relations avec des écoles, des programmes, des refuges, des groupes communautaires. Ce livre pour lequel vous avez passé 4 heures à faire des recherches, un travailleur de centre de dons expérimenté le place correctement en 4 minutes. Votre travail n'est pas d'être un coordinateur logistique pour vos possessions libérées. Votre travail est de prendre la décision de les libérer. Ma règle. Choisissez 3 lieux de dons fiables et utilisez seulement ces 3. Une association caritative générale, une organisation spécialisée. À Sao Paulo, j'utilise une qui sert les immigrants récents, ce qui semble personnellement significatif étant donné l'histoire de notre propre famille arrivant quelque part de nouveau. Une organisation communautaire locale. Tout va à l'un de ces 3, triés par catégorie de base. Rien ne nécessite de recherche extensive, à moins qu'un objet ne soit vraiment précieux. Et par précieux, je veux dire significativement, prouvablement précieux, pas précieux pour votre mémoire. Arrêtez de chercher. Commencez à libérer. Tâche inutile numéro 3. Construire des systèmes élaborés au cas où. Celui-ci, je dois vous avertir, rend en fait votre maison plus encombrée. Pas la même. Plus. Parce que vous ne désencombrez pas. Vous réorganisez votre anxiété. Quand je construisais notre vie au Brésil, nouveau pays, nouvelle langue, Hiroshi et moi travaillant tous les 2, 3 enfants, incertitude financière dans ces premières années, je gardais tout. Tout. Parce que le remplacement semblait impossible. Parce que la rareté était réelle. Parce que vous ne saviez simplement pas ce que demain exigerait. Cet état d'esprit nous a sauvés pendant des temps vraiment difficiles. C'était approprié alors. C'était complètement inapproprié 40 ans plus tard, quand je l'appliquais à 3 ensembles de draps pour des lits qui n'existaient plus dans mon appartement. La mentalité du « au cas où » est une réponse de survie qui survit à son utilité. Beaucoup d'entre nous, qui avons maintenant dans les 60 et 70 ans, la portons comme une habitude automatique longtemps après que les circonstances qui l'ont créée sont passées. Nous nous préparons encore pour des raretés qui, pour la plupart d'entre nous, ne sont plus notre réalité. Voici ce que le stockage au cas où vous coûte réellement. Pas seulement l'espace physique,
bien qu'ils prennent un espace physique significatif. L'espace mental. Chaque objet stocké représente une décision reportée. Et votre cerveau suit encore chacune de ces décisions, chacun de ces objets, peut-être, exécutant un processus d'arrière-plan d'anxiété de bas niveau qui affecte votre paix chaque jour. Les organisateurs professionnels utilisent cette règle. Si vous n'en avez pas eu besoin en 2 ans, vous n'en aurez pas besoin dans les 2 prochaines années. Il y a de vraies exceptions, documents importants, objets avec une vraie signification sentimentale, objets saisonniers que vous utilisez réellement annuellement. Mais la plupart des boîtes au cas où sont de la peur portant une étiquette organisationnelle. La question à pratiquer est celle-ci. Comment garder ceci améliore-t-il ma vie aujourd'hui? Pas un jour, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est la vie que vous vivez réellement. Tâche inutile numéro 4. Revisiter les mêmes zones sans jamais décider. Avez-vous un endroit dans votre maison que vous avez désencombré 4 fois, 6 fois? Un tiroir, un placard, une étagère vers laquelle vous revenez tous les quelques mois, déplacer les choses et laisser largement inchangées? J'avais un placard dans mon couloir que j'ai désencombré 5 fois en 2 ans. Chaque fois, je sortais tout. Je regardais tout. Je réorganisais légèrement. Je remettais presque tout. Je me disais que je m'en occuperais correctement la prochaine fois. Les psychologues ont un nom pour pourquoi cela empire à chaque fois plutôt que de s'améliorer. L'effet de simple exposition. Plus vous manipulez quelque chose sans décider, plus vous devenez attaché. La familiarité augmente la valeur perçue, même quand un objet ne sert aucun but réel. Chaque fois que vous avez pris cet objet et l'avez remis sans décider, vous avez rendu légèrement plus difficile de le libérer. Vous n'attendez pas que la clarté arrive. La clarté n'arrive pas par plus d'exposition. La clarté arrive par la décision. Voici ce que j'ai mis en place après avoir compris ceci. Chaque objet obtient une évaluation sérieuse. Je le prends, je pose mes questions, je décide, garder ou libérer. Il n'y a pas de 3e catégorie, pas de pile peut-être, pas d'étagère j'y réfléchirai. Si je ne peux vraiment pas décider à ce moment, l'objet va dans une boîte scellée marquée avec la date d'aujourd'hui. 6 mois plus tard, si je n'ai rien récupéré de cette boîte parce que je me suis souvenu spécifiquement en avoir besoin, la boîte entière est donnée sans réouverture. Cette règle a un avantage important. Elle supprime la boucle infinie. La décision a une date limite. L'indécision a une date d'expiration. Votre maison ne peut pas vous servir pleinement tant qu'elle est pleine de décisions reportées. Chaque choix non fait est un petit poids que vous portez à travers chaque pièce. Tâche inutile numéro 5. Gardez des objets coûteux qui ne servent plus votre vie. C'est l'une des tâches inutiles les plus émotionnellement complexes et je veux en parler avec la franchise de quelqu'un qui a fait cette erreur pendant des années. Dans notre famille, l'argent n'a pas toujours été facile. J'ai construit une entreprise de couture à partir de rien, dans un pays où je ne parlais pas initialement bien la langue. Hiroshi a travaillé de longues heures pour construire sa carrière d'ingénieur. Nous étions prudents avec l'argent parce que nous devions l'être. Les achats importants signifiaient quelque chose. Ils représentaient du travail, des sacrifices, de la planification. Alors, quand j'avais des objets qui avaient coûté de l'argent réel, une machine à coudre professionnelle que je n'utilisais plus à cette capacité, un service à thé de cérémonie acheté au Japon lors d'une visite dans les années 1990 que nous avions utilisé peut-être quelques fois,
Lâcher prise semblait déshonorer l'effort qu'il avait fallu pour les acquérir. Mais voici ce que j'ai finalement compris. L'argent est déjà dépensé. Que je garde l'objet ou que je le libère, cette dépense est complète. La seule question restante est: que me coûte garder cet objet aujourd'hui? Parce que ça coûte quelque chose. L'espace que vous pourriez utiliser différemment. Le petit inconfort quotidien de naviguer autour de choses qui ne correspondent plus à votre vie. La culpabilité de les voir. Le suivi mental de les maintenir. J'avais une table de salle à manger de cérémonie et 8 chaises, achetées quand nous organisions régulièrement de grands rassemblements de la communauté nippo-brésilienne, des dîners pour les collègues d'Hiroshi, des célébrations de vacances avec notre réseau étendu. De beaux meubles, pas bon marché, et complètement désalignés avec la vie d'une femme de 72 ans qui organise maintenant des dîners intimes pour 4 ou 5 amis proches. Le calcul qui m'a libérée. Quel est le coût quotidien de garder ceci? Pas le prix d'achat original. Le coût quotidien de l'espace, du bruit visuel, de la légère tristesse de voir quelque chose qui ne correspond plus. Ce calcul a rendu la décision évidente. La meilleure façon d'honorer un achat coûteux est parfois de le libérer à quelqu'un pour qui il sera vraiment, activement utilisé. Cette table de cérémonie appartient maintenant à une jeune famille dans notre immeuble. Quand je passe devant leur appartement et entends des voix et des rires, je ne ressens rien d'autre que la justesse de cette décision. Tâche inutile numéro 6. Créer trop de catégories de tri. Je dis cela avec un amour particulier parce que c'était tellement complètement mon erreur et je pense que c'est particulièrement courant parmi les gens qui étaient professionnellement organisés dans leur vie de travail. J'étais une couturière qui dirigeait une entreprise. J'avais des systèmes pour tout. Des systèmes de facturation, des systèmes d'inventaire de tissus, des dossiers clients, organisés, catégorisés, avec références croisées. Quand j'ai tourné cette même énergie vers le désencombrement, j'ai créé des catégories dignes d'un petit musée. Tissu, soie japonaise. Tissu, coton brésilien. Tissu, mélange synthétique. Tissu, reste de moins de 50 cm. Tissu, reste de plus de 50 cm. Tissu, occasion spéciale. J'ai passé tellement de temps à catégoriser que je ne suis jamais arrivée à la vraie question, qui était simplement: de combien de cela ai-je réellement besoin à ce stade de ma vie? Les systèmes de tri élaborés font 2 choses nuisibles. Premièrement, ils créent une fatigue décisionnelle avant que les vraies décisions ne commencent. Votre énergie mentale est consommée par la classification avant d'atteindre la question plus importante de l'élimination. Deuxièmement, et c'est celle qui m'a surprise, les catégories complexes sont souvent une procrastination sophistiquée. Le tri semble productif. Il a l'air productif. Mais c'est fréquemment une façon de rester occupé en évitant le travail émotionnel plus difficile de vraiment lâcher prise. Un client que je connais a créé une feuille de calcul extraordinairement détaillée de ses objets de collection. Date d'achat, prix d'origine, valeur estimée actuelle, note de condition. Ça lui a pris 3 semaines. Quand nous nous sommes finalement assis ensemble pour prendre de vraies décisions, nous en avons donné 90% et la feuille de calcul était entièrement non pertinente pour toute décision que nous avons prise. Le nombre maximum de catégories pendant le désencombrement, 5. Garder, donner, jeter, vendre. Seulement si vous allez vraiment le vendre dans les 30 jours, pas un jour. Déplacer, objets qui appartiennent à une pièce différente.
c'est tout, c'est suffisant. Tout ce qui est plus est une complexité servant l'évitement plutôt que le progrès. Simplifiez votre système pour correspondre à votre but réel. Votre but est une maison qui sert votre vie, pas une archive parfaitement catégorisée de vos possessions. Tâche inutile numéro 7. Dépensez votre énergie sur la culpabilité des achats passés. J'ai gardé celui-ci pour la fin parce que c'est le plus épuisant, le plus invisible, et celui qui garde les gens coincés longtemps après que tout le reste a été adressé. La culpabilité des achats passés est un poids particulier pour les gens de notre âge. Nous avons plus de décennies derrière nous. Plus d'achats représentant plus d'étapes de vie. Plus d'objets qui ont été achetés avec espoir ou intention qui ne se sont pas matérialisés de la façon dont nous imaginions. Et donc, chacun de ces objets porte une petite histoire d'auto-jugement chaque fois que nous le voyons. J'avais une collection de manuels de langue japonaise. Pas inhabituel peut-être, sauf que je suis japonaise et suis née au Japon et parle japonais comme ma première langue. Je les avais achetés au Brésil avec l'intention d'enseigner le japonais plus formellement. Des cours communautaires, peut-être une petite école, quelque chose qui me connecterait à d'autres nippo-brésiliens qui voulaient maintenir cette connexion au Japon. J'avais cette vision clairement. J'ai acheté le matériel. Et puis, la vie a bougé différemment. Le travail d'Hiroshi, les besoins des enfants, mon entreprise de couture grandissant au-delà de ce que j'avais anticipé. Les cours ne se sont jamais produits. Pendant des années, ces manuels sont restés sur une étagère où je pouvais les voir chaque jour. Et chaque jour, il me disait, tranquillement, « Tu n'as pas suivi. Tu as planifié et n'as pas exécuté. Tu as dépensé de l'argent sur un rêve que tu as abandonné. » C'est un mensonge. Et je veux le nommer clairement comme un mensonge. La personne qui a acheté ces manuels ne faisait pas une erreur. Elle exprimait un espoir authentique, un désir réel de contribuer quelque chose de significatif à sa communauté. Ce désir était réel. Les circonstances qui ont redirigé son énergie étaient aussi réelles. Ni l'un n'annule l'autre. Vous n'êtes pas la même personne qui a fait des achats il y a 10, 20, 30 ans. Vous aviez une énergie différente, des ressources différentes, des informations différentes sur où votre vie se dirigeait. La personne qui a acheté cet équipement d'exercice, ces fournitures d'artisanat, cette machine à pain, cet instrument de musique, elle prenait des décisions avec ce qu'elle savait et ressentait à ce moment-là. Ces décisions n'étaient pas mauvaises. Elles étaient des expressions de qui vous étiez et de qui vous espériez devenir. Ce qui a mis fin à ma culpabilité à propos des manuels était un simple changement de question. Au lieu de demander « Pourquoi ne les ai-je pas utilisés ?», j'ai demandé « Que me coûte les garder aujourd'hui ?» La réponse était un rappel quotidien de quelque chose pour lequel je me juge. C'est un objet coûteux, beaucoup plus coûteux que ce que j'ai payé à l'origine. J'ai donné les manuels à une organisation culturelle japonaise à Sao Paulo, où ils sont maintenant utilisés dans de vrais cours. Le rêve a trouvé sa destination, juste pas à travers moi, et c'est parfaitement acceptable. Libérez la culpabilité en même temps que l'objet. Ils appartiennent ensemble. Quand vous lâchez les deux, ce qui s'ouvre n'est pas le vide. C'est le sentiment calme et spacieux de choisir votre vie présente plutôt qu'une histoire sur votre moi passé. Ce qui change quand vous arrêtez. Imaginez votre prochaine session de désencombrement sans aucune de ces 7 tâches. Vous n'organisez pas avant de décider. Vous ne recherchez pas de destination de don parfaite.
Vous ne construisez pas de système de stockage au cas où pour des scénarios futurs imaginaires. Vous ne revisitez pas les mêmes zones pour la 4e fois sans rien conclure. Vous ne gardez pas d'objets coûteux qui vous coûtent confort et espace quotidien. Vous ne triez pas en 27 sous-catégories. Vous ne vous punissez pas pour des achats faits par une version différente de vous-même dans une décennie différente. Au lieu de cela, vous prenez des choses. Vous posez des questions simples. Vous prenez des décisions. Vous avancez. Quand j'ai finalement arrêté de faire toutes ces 7 choses, pas progressivement, mais toutes à la fois, avec une sorte d'engagement féroce que j'ai trouvé quelque part dans ma 2e année de vie seule, mon appartement s'est transformé en 3 week-ends. 3 week-ends pour un travail qui avait stagné pendant plus d'1 an. Le changement physique était significatif. Des surfaces dégagées. Des pièces qui semblaient proportionnées à la vie réelle d'une personne, plutôt que débordant de l'histoire accumulée de 6 personnes. Des passages qui étaient vraiment dégagés. Un atelier de couture qui fonctionnait comme un atelier de couture, plutôt que comme un stockage supplémentaire. Mais le changement interne était plus significatif. Le bourdonnement de fond bas de décisions inachevées s'est calmé. La micro-culpabilité quotidienne de passer devant des objets inutilisés s'est arrêtée. L'énergie mentale que j'avais dépensée à tout gérer, suivre, justifier, éviter, est devenue disponible pour d'autres choses. Pour ma pratique de l'ikebana, pour de longs appels téléphoniques avec Yuki à Rio, pour m'asseoir à ma petite table ronde le matin avec du thé, regardant une pièce qui a un sens complet et qui semble être du repos. À 72 ans, je ne suis pas intéressée à passer mes matins à gérer le désordre. Je suis intéressée à vivre. Ces 7 tâches inutiles se tenaient entre moi et cette vie. Je me suis suppliée d'arrêter de les faire. Je vous supplie maintenant. Une question pour vous, et j'aimerais vraiment votre réponse. Laquelle de ces 7 tâches inutiles reconnaissez-vous le plus clairement en vous-même? Ou, quel est l'endroit de votre maison vers lequel vous êtes revenu encore et encore sans jamais résoudre complètement? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Arigatou gozaimasu.